Elle a donné de l'eau à un Apache blessé. Le lendemain, ses guerriers ont encerclé son ranch. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les vastes plaines arides de l'Arizona, là où le soleil semblait suspendu à jamais dans un ciel brûlant, s'étendait une terre de silence et de poussière. À perte de vue, des collines dénudées et des plateaux rocheux formaient un paysage rude, sculpté par les vents et le temps. Au cœur de cette étendue sauvage, balayée par le chant des coyotes et le cri des faucons, se trouvait le ranch des MC Alistés. Une bâtisse de bois sombre, flanquée d'une grange vieillissante, s'accrochait à la terre comme une ultime trace de civilisation dans un monde encore farouchement indompté. Le ranch appartenait à John MC Alisté, un homme à la carrure solide et au regard usé, marqué par les années passées à dompter cette terre inhospitalière. Dans sa cinquantaine avancée, il portait toujours son chapeau de feutre comme un vieil uniforme et conservait dans ses gestes la lenteur calculée des hommes qui ont appris à survivre là où chaque erreur coûte cher. Ce domaine, il ne l'avait pas bâti de ses mains, mais hérité de son père, Ézéchiel MC Alisté, un pionnier rude et silencieux, venu s'installer là bien avant que ces terres ne soient cartographiées ou revendiquées par Washington. Ézéchiel avait tenu le fusil d'une main et le soc de la charrue de l'autre, bâtissant sa maison en même temps que sa réputation parmi les rares colons du secteur. John, lui, n'avait pas la fougue de son père, mais il avait hérité de sa résilience. Il partageait sa vie avec sa fille unique, Emily MC Alisté, une jeune femme de 23 ans, au regard franc et au tempérament farouche. Sa mère était morte en couche, et c'est seul que John l'avait élevée, entre les chevaux et les prières, dans une solitude mêlée de tendresse maladroite. Emily n'était pas une fille comme les autres du comté de Gila. Elle ne se coiffait pas pour les bals du dimanche, ne rêvait pas de mariage ni de soie, mais de chevaucher au lever du jour, d'arbres centenaires et de sentiers oubliés. Elle connaissait le langage des bêtes, les noms des plantes et le chant du vent. Elle portait des bottes râpées, un vieux foulard rouge noué autour du cou, et ses mains, durcies par le travail, étaient plus souvent couvertes de terre que de poudre à jouer. Chaque matin, avant que la chaleur ne plombe la vallée, elle allait vérifier les clôtures, nourrir les chevaux et s'assurer que les coyotes ne s'étaient pas approchés des bêtes. Son cheval, Dusty, un Mustang alezan qu'elle avait dompté elle-même, la suivait partout comme une ombre fidèle. Mais au-delà de cette vie simple et rude, Emily cachait une curiosité profonde, presque douloureuse, pour ceux que l'on appelait ici avec crainte, les Apaches. Depuis l'enfance, on lui avait dit qu'ils étaient des sauvages, des voleurs de bétail, des tueurs tapis dans les rochers. Pourtant, plus elle grandissait, plus elle doutait de ces récits de peur. Quel peuple pouvait survivre aussi longtemps dans un pays aussi dur sans une sagesse, une force, une histoire? La vieille mère Abigail, une veuve installée non loin, lui avait confié jadis que les Apaches avaient autrefois régné sur ces terres, qu'ils connaissaient les plantes qui guérissent et les étoiles qui guident. Émilie avait écouté ces récits comme on écoute un chant interdit, sans jamais pouvoir en parler autour d'elle. Un soir d'automne, alors que les arbres commençaient à s'habiller de rouge et d'or sous les premiers vents froids, Émilie rentrait seule après avoir inspecté une clôture abîmée par un orage. Le soleil déclinait lentement derrière les mésas, peignant le ciel de couleurs sang et braise. Le vent se levait, chargé de poussière, sifflant doucement entre les branches sèches, comme le murmure d'un secret ancien. C'est là, au détour d'un sentier, à la lisière d'un petit bosquet de genévriers, qu'elle vit une silhouette inerte, recroquevillée derrière un rocher fendu. Elle mit pied à terre, tendit l'oreille. Pas un bruit, hormis le souffle du vent et le grincement d'un criquet perdu. Lentement, elle s'approcha, sa main posée sur la crosse de son vieux revolver, par réflexe. L'homme était jeune, peut-être à peine plus âgé qu'elle. Sa chemise en peau était déchirée, son flanc taché de sang séché. Son visage, amaigri, était marqué par la fièvre et l'épuisement. Mais ce qui frappa Émilie, ce fut ses yeux. Deux prunelles sombres, profondes, qui la fixèrent sans peur, mais sans hostilité. Il parla dans un souffle. « Je m'appelle Takoda, Apache. » Sa voix était rauque, son anglais hésitant. Mais ces mots portaient une dignité qui ne laissa pas Émilie indifférente. Elle sentit son cœur battre plus vite. Elle aurait pu partir. Elle aurait pu le laisser là, comme on l'aurait sans doute conseillé. Mais quelque chose en elle, quelque chose d'ancien, de juste lui dicta de rester. Sans dire un mot, elle détacha la gourde d'eau accrochée à sa selle et la lui tendit. Il la prit avec lenteur, but avec reconnaissance, avant de la lui rendre d'un simple hochement de tête. « Tu es blessé, » dit-elle doucement. Takoda ne répondit pas. Il était à bout de force.
Alors Émilie prit une décision. Elle couvrit le jeune homme d'une vieille couverture de cheval qu'elle avait dans ses sacoches, et, à la lueur des étoiles naissantes, elle alluma un petit feu discret, dissimulé derrière les pierres. Toute la nuit, elle resta à veiller sur lui, nettoyant ses plaies avec de l'eau tiède, posant des linges imbibés de vinaigre, murmurant parfois quelques mots pour briser le silence. Elle ne savait pas qui il était vraiment, ni ce qui l'avait blessé, mais elle voyait en lui bien plus qu'un apache. Elle voyait un homme. Un être humain. Et cette nuit-là, dans le calme fragile de la vallée, Émilie M.C. Alisté, fille de pionnier, fit un choix simple mais immense, celui de l'humanité. Le lendemain matin, Émilie se réveilla au chant des oiseaux, le cœur encore lourd de la nuit passée à veiller Takoda. Mais lorsqu'elle alla inspecter l'endroit où il avait reposé, il ne restait plus rien, ni trace de son passage, ni murmure de son souffle. Seule une gourde d'eau posée près d'un rocher rappelait qu'un homme avait été là. Dans le regard d'Émilie demeurait une promesse silencieuse, une étoile fragile d'espoir qu'elle ne pouvait ignorer. Pourtant, à mesure que la lumière grandissait dans la vallée, une autre lumière, plus sombre, s'allumait en ville. La nouvelle de la présence d'un apache blessé sur le ranch des M.C. Alisté s'était répandue comme une traînée de poudre. Au comptoir du saloon, dans les ruelles poussiéreuses, les murmures devinrent accusations, et les regards suspicieux se transformèrent en rancune ouverte. Pour beaucoup de colons, un apache n'était pas un homme à sauver, mais une menace à éliminer. John M.C. Alisté sentit cette tension peser sur ses épaules comme une épée suspendue. Il aimait sa fille, il savait son cœur bon, mais il savait aussi que dans ces terres, la peur pouvait vite se transformer en violence. Le lien fragile qu'Émilie avait tissé risquait de faire basculer leur existence. Ce même jour, alors que le soleil atteignait son zénith, un coup de tonnerre vint frapper à leur porte. C'était le shérif local, Bill Carter, un homme dur, marqué par des années passées à maintenir un ordre souvent brutal. Sa silhouette massive s'arrêta sur le perron, les bottes poussiéreuses crissant contre le bois du porche. « M.C. Alisté, commença-t-il d'une voix grave, tranchante, tu sais aussi bien que moi que ce genre d'alliance peut attirer des ennuis. Si les Apaches apprennent que vous avez caché l'un des leurs ici, ils pourraient venir réclamer justice, ou vengeance. Et crois-moi, ces choses-là ne se règlent pas avec des paroles. » John, le front plissé, hocha lentement la tête. Il respectait le shérif, mais sa crainte était plus profonde que la loi. « Je comprends, Bill. » Mais Émilie, elle a agi par compassion, pas par défiance. Bill posa son regard perçant sur Émilie, qui se tenait près de son père, les bras croisés, défiant silencieusement l'autorité. L'espoir, M.C. Alisté, est une chose fragile. Mais la peur est une arme qui tranche profondément. 3 jours plus tard, alors que l'aube teintait l'horizon de nuances orangées, le calme immuable du ranch fut déchiré par des cris stridents et le martèlement puissant des sabots. Des ombres montaient à l'horizon, silhouettes sombres contre la lumière naissante, armées et déterminées. Une troupe d'Apaches apparut, encerclant le ranch avec une précision militaire. En tête, un homme grand et robuste avançait, son visage marqué par la douleur et la colère. C'était Chéton, le frère de Takoda. Son regard, sombre comme la nuit sans lune, cherchait une réponse dans le silence du ranch. Émilie fut la première à sortir, la poitrine gonflée de courage et les mains levées en signe de paix. Sa voix s'éleva, claire et ferme, malgré la peur qui tordait son estomac. « Je n'ai fait que lui donner de l'eau. Je ne voulais pas de mal. » Chéton la fixa longuement, son expression se radoucissant à peine, mais ses mots portaient tout le poids d'une douleur ancienne. « Ton père ne peut pas comprendre. Pas encore. Mais toi, Émilie, tu as montré un cœur que nous n'attendions pas. Takoda est blessé, et l'ennemi le pourchasse toujours. Nous ne sommes pas venus pour attaquer, mais pour réclamer une alliance. » Le silence s'installa, lourd, suspendu entre deux mondes. John M.C. Alisté s'avança alors, le visage dur, mais ouvert. Après un long regard échangé avec sa fille, il hocha la tête lentement, conscient que le temps des divisions était peut-être révolu. Si c'est la seule façon de protéger nos terres, alors parlons. Une trêve fragile fut scellée ce jour-là, sous le ciel immense de l'Arizona. Un pacte de respect mutuel et d'aide réciproque face aux dangers grandissants maraudeurs, colons sans foi ni loi, et les mercenaires avides d'or et de pouvoir qui menaçaient la paix précaire de ces terres. Émilie devint alors un pont entre deux mondes. Chaque jour, elle apprenait la langue apache, partageait les récits des anciens, et comprenait la profonde sagesse qui gouvernait leur rapport à la nature et à la vie. Dans les danses autour du feu, dans les conseils des guerriers, elle découvrait un univers où chaque geste,
chaque parole avait un sens. La jeune femme n'était plus seulement la fille du ranchier, mais la gardienne d'une alliance improbable, fragile, mais porteuse d'un espoir que ni les fusils ni la peur ne pouvaient étouffer. Cependant, cette alliance fragile, née dans le sang, le silence et la compassion, ne plut pas à tout le monde. Dans les ruelles de la ville voisine, là où les paroles sont plus tranchantes que les balles, certains colons murmurèrent que John McAllister avait vendu son âme aux sauvages. Pour les plus radicaux, il n'y avait pas de place pour la paix avec ceux qu'ils considéraient comme des ennemis de toujours. Le shérif Bill Carter, dont l'autorité avait été ébranlée par l'indépendance d'Emily et la décision de John, rongeait son frein. Ancien soldat des guerres indiennes, il avait perdu un frère dans une escarmouche, et dans son cœur, la haine des Apaches s'était figée comme une lame rouillée. Il voyait en cette alliance non pas une ouverture, mais une trahison. Un soir, à la lumière tremblante du feu d'un entrepôt désaffecté, Carter réunit autour de lui une poignée d'hommes, durs, armés, consumés par la peur et le ressentiment. Il leur parla comme un prédicateur évoquant la fin des temps. Si on les laisse faire, ils seront bientôt des dizaines, puis des centaines. Et nos femmes, nos enfants. Vous voulez qu'ils grandissent sous la loi des flèches et des esprits païens? McAllister a oublié qui il est. Moi, non. Ce pays, il s'est bâti à la sueur des hommes blancs. Il ne sera pas livré à ceux qui vivent comme des bêtes. Les visages s'endurcirent. Les fusils furent chargés. Le plan prit forme, une attaque surprise, juste avant l'aube, quand les corps dorment encore et que les rêves ne se doutent pas du sang à venir. Mais l'air portait ses murmures. Grâce à un jeune garçon métis qui vivait entre le ranch et les campements Apaches, la rumeur de l'attaque parvint à Emily. Elle sentit aussitôt le sol trembler sous ses pieds, tout ce qu'elle avait construit, chaque regard échangé avec Chéton, chaque mot de confiance offert à Takoda, risquait de s'effondrer sous la brutalité des hommes incapables de changer. « Ils arrivent », dit-elle à voix basse à son père. « On n'a pas de temps. » Takoda, désormais debout et rétabli, se redressa comme un faucon prêt à l'envol. « Alors nous ne fuirons pas. Nous tiendrons ensemble. Comme un seul peuple. » John, autrefois partagé, sentit une force nouvelle couler dans ses veines. Il n'était plus seulement un père ou un propriétaire terrien. Il devenait un maillon d'un changement plus grand que lui. Ensemble, ils organisèrent une défense, non pour tuer, mais pour protéger. Des barricades furent érigées. Des signaux furent envoyés aux Apaches. Le vieux ranch, fait de bois et de sueur, devint une forteresse d'union. Lorsque les cavaliers de Carter arrivèrent, le soleil n'avait pas encore percé l'horizon. Les premiers coups de feu retentirent dans le silence de l'aube. Mais ce qu'ils trouvèrent n'était pas un ennemi désorganisé, mais une coalition inattendue, colons fidèles à McAllister, jeunes hommes Apaches, et au centre de tout cela, Emily, debout, armée, le regard déterminé. Le combat fut bref, mais intense. Des cris s'élevèrent, des flammes léchèrent la grange. John fut blessé à l'épaule. Takoda affronta l'un des hommes de Carter dans un duel au corps à corps, sans haine, mais avec une résolution farouche. Mais ce ne fut ni la violence, ni les balles, qui décidèrent de l'issue. Ce fut la parole. Emily, au cœur des tirs, grimpa sur le toit de la maison principale. Sa voix, portée par le vent et par une volonté indomptable, éclata au-dessus du vacarme. « Arrêtez. Nous ne sommes pas vos ennemis. Regardez autour de vous. Ce sont des pères, des mères, des fils. Ce que vous détruisez ici, ce n'est pas un camp Apache ou un ranch. C'est une chance, rare et précieuse, de faire autre chose que de répéter les erreurs du passé. » Le silence tomba, progressivement. Les armes baissèrent. Même le regard de Bill Carter, consumé par la haine, vacilla un instant. L'affrontement avait laissé des cicatrices, visibles et invisibles. Mais il n'avait pas détruit ce que Emily avait construit. Au contraire, il l'avait fortifié. Avec le temps, le ranch McAllister devint un lieu à part, où Apaches et colons se croisaient, commerçaient, partageaient savoir et terre. Certains continuaient à grincer des dents, mais d'autres plus nombreux commencèrent à y voir une voie possible. Emily, respectée désormais par les deux peuples, demeura au centre de cette fragile coexistence. On la surnommait la femme aux deux cœurs. Elle parlait la langue des colons, mais connaissait les chants anciens des Apaches. Elle comprenait les lois écrites et celles dictées par le vent et les esprits. Takoda, guéri, devint un gardien discret, un éclaireur entre les mondes, veillant à ce que l'équilibre soit maintenu. Il n'avait pas oublié ses blessures,
Mais il avait choisi la voie de l'avenir, non celle de la vengeance. Et John, autrefois simple éleveur, finit par être vu comme un homme de vision, capable de regarder au-delà des rancunes pour protéger un rêve incarné par sa fille. Tout cela avait commencé par un geste simple. Une femme s'était penchée pour offrir de l'eau à un homme blessé. Et de ce geste humble était née une révolution silencieuse, assez forte pour changer le destin d'une terre.